Bonsoir et bienvenue au journal. Voici les titres de ce samedi. La rumeur assassine la mère de l'élève tamanois décédée hier après avoir été poignardée au lycée bilingue de Derdo. Cette dernière, bien vivante, se trouve au domicile familial situé au quartier Bépanda. Elle pleure son fils en demandant que justice soit faite. Le Social Democratic Front vient encore d'être frappé par le deuil. Après le coordonnateur départemental du SDF pour le Vouri, c'est au tour du président du groupe parlementaire de passer de vie à trépas. L'honorable Joseph Banadzem Loukong est mort ce matin à Yaoundé. Voilà pour la une. Bienvenue une fois de plus. Le meurtre de l'élève du lycée bilingue de Deido qui s'est produit hier donne lieu à une rumeur fortement relayée dans les réseaux sociaux. Il s'agit de l'information selon laquelle la mère du jeune tamanois serait décédée elle aussi suite au choc que lui aura causé la mauvaise nouvelle. Après vérification, nos reporters ont pu réaliser qu'elle est bel et bien vivante. La famille porte le deuil et demande que justice soit faite. Julio Trésor Tanan revient du domicile du défunt situé au quartier Bépanda. Pas de mots pour qualifier la douleur qui s'empare des membres de cette famille au lieu dit Petit Marché à Bépanda, dans l'arrondissement de Douala 5e. Le couteau a transpercé la poitrine de leur fils Blérios, mais a atteint toute la maisonnée en plein cœur. La dame en face attire mon attention par les paroles qu'elle lance en pleurant. Après investigation, c'est la génitrice du lycéen tué. Blérios était son unique fils, son seul coq comme elle le dit, après la mort de son mari. Depuis lors, le petit frère de son défunt mari avait pris Blérios sous sa tutelle. Pas de distinction avec ses propres enfants, c'était lui l'homme de la maison. La deuxième mère, la voici. C'est elle qui a déposé l'enfant à l'école comme tous les matins. Pour elle, c'est incompréhensible. Je dis, quand vous prenez les informations, vraiment, il faut les rediffuser tel qu'on le dit. Parce que c'est notre pays, il faudrait qu'on le bat ensemble. L'enfant ne peut pas mettre un enfant à l'école, on le met à l'établissement et qu'on le poignarde. Et les proviseurs sont là. Les surveillants sont là et que personne ne s'inquiète. Ce sont ses collègues qui l'aident à le transporter à l'hôpital. Oh, on les a... La famille reste préoccupée et se pose toujours un certain nombre de questions sur la responsabilité de l'établissement. Après, quand je me rendais à la PJ, on m'a fait comprendre que le délégué de l'enseignement secondaire était à l'hôpital. Je suis rentré, les rencontrer à l'hôpital. Et c'est plutôt le délégué qui me cherchait en me posant des questions comme qu'est-ce que les gens de l'établissement ont pris comme est-ce qu'ils ont filmé, ainsi de suite. Bon, personne ne semblait montrer, puisque le délégué leur a demandé est-ce que vous avez filmé cet enfant avec le couteau, ainsi de suite. Ils disaient non, ils disaient que non. Soyez quand même vigilants. Pareil qu'on devrait quand même voir l'action de l'établissement, ne serait-ce même avec les images de cet enfant avec le couteau. Donc moi j'ai compris que les enfants étaient vraiment abandonnés à leur triste sort. Parmi les personnes que nous avons trouvées ce matin, quelques camarades du lycée, sous anonymat, l'un d'entre eux avec qui le défunt était quelques minutes avant le drame. Il est venu dans une autre salle de classe. En tant que de causer, ils ont causé. Après maintenant, il est sorti pour aller balayer sa salle de classe. En descendant dans le couloir, on l'attendait déjà, parce qu'on savait qu'il allait descendre. On l'attendait déjà, donc il est descendu alors. La première personne lui donnait le coup de poing. Lui ne connaissait pas que l'autre avait le matériel. Maintenant, comme on lui donne le coup de poing, il va alors rendre maintenant. C'est tout qui bagarre avec l'autre. L'autre sort dans le couteau maintenant, il le poignarde. Quand il le poignarde maintenant, il veut fuir. Quand il veut fuir maintenant, il monte, il escalade, il voit les gens dehors. Maintenant, il saute encore, il descend. Ou qu'est-ce qu'il a pu? Il est descendu, il s'assoit encore. Maintenant, on est venu l'arrêter. L'autre a fui, l'autre qui est arrivé lui a fui. Maintenant, on a porté Tamano à partir avec lui à l'hôpital maintenant. Regardez la photo du petit Blérios fait mal au cœur. Pour les proches, c'était un petit sans histoire.
Mon frère était un gars calme, il ne dérangeait pas. Mon frère ne provoquait pas, il était tout dans son coin. Il ne dérangeait pas. Surtout que c'est un enfant que je connais bien, je ne connais pas comme un délinquant. Nous avons joint au téléphone Madame le proviseur du lycée bilingue de Dedo ce matin. Permissionnaire depuis jeudi soir, elle a appris la triste nouvelle étant à Yaoundé au chevet d'un de ses proches dans un état comateux. Mais elle a demandé de prendre les dispositions qui s'imposent une fois saisie par ses collaborateurs ce jour-là. Selon elle, les mises en cause, d'après les informations, sont d'anciens élèves renvoyés lors de l'année en cours pour consommation de drogue, absentéisme et j'en passe. Le délégué régional de l'enseignement secondaire était sur le terrain pour comprendre la situation. Un rapport est en train d'être acheminé à la tutelle. Les enquêtes sont toujours en cours à la division régionale de la police judiciaire à Bonanjo pour établir la lumière sur cet assassinat. Nous préférons taire un certain nombre d'informations pour ne pas fausser l'enquête. Un fait divers en milieu scolaire qui plonge le Cameroun dans les mois. Malgré la situation sécuritaire qui prévaut dans la région du Sud-Ouest, un collège de la ville de Limbé occupe la 4e place au classement des meilleurs établissements de l'enseignement secondaire général, technique et professionnel. Il s'agit du collège de la Sonara qui a reçu la visite de notre reporter Inès Ondouambala, venue découvrir le secret de cette réussite. Suivons plutôt. Pas facile pour les élèves et la communauté éducative de vaquer à leurs activités dans le Sud-Ouest en raison des perturbations sociopolitiques et sécuritaires en cours. Outre les menaces de représailles à l'encontre de ceux qui prennent le chemin de l'école, les villes mortes, imposées chaque lundi par les combattants séparatistes, ont eu un impact négatif sur l'assiduité des élèves. Conséquence, le taux de déperdition scolaire est en nette croissance. Mais ce tableau sombre présente quelques lumières. À ce propos, le collège Sonara sort du lot par une performance remarquable, comme le témoignent ses élèves. Cette performance est justifiée par notre travail vraiment très appliqué dans notre école. Nous enseignons, nous avons un cadre très sécurisé d'abord. Je voudrais dire que mon secret, c'est juste d'apprendre, de bien apprendre mes leçons, de suivre les consignes de mes parents et aussi des enseignants. Le personnel enseignant n'a ménagé aucun effort pour jouer sa partition dans cette réussite. On va déjà préserver les acquis. Tout ce qui s'est déjà fait se fait bien jusqu'à présent et qui a produit ces résultats sera maintenu. Et puis nous continuerons à faire la recherche permanente. Le responsable de cet établissement scolaire entend maintenir le cap de l'excellence. Le facteur principal, c'est quand même la qualité des professeurs de l'école, qui sont des professeurs de très haute qualité. Et ensuite, c'est du travail, beaucoup de travail. C'est le soutien de la Sonara, à travers un soutien qui est inconditionnel en fait, à travers les subventions qui nous sont données, etc. C'est aussi un nombre limité d'élèves par classe. On n'a pas plus de 35 élèves dans chacune de nos classes. Et puis on organise un ensemble de cours de soutien, de cours de rattrapage. Que ce succès puisse servir d'exemple à d'autres établissements scolaires de la région du Sud-Ouest Cameroun. On reste en éducation pour dire que des professionnels du secteur scrutent depuis plusieurs jours les méthodes d'enseignement dans les universités. C'est à la faveur des journées de pédagogie universitaire organisées cette année à l'université de Ngaoundéré. Il s'agit surtout de vulgariser les innovations dans un contexte marqué par la professionnalisation des enseignements via la réforme des curricula de formation. Ringele Abdoulaziz Dewa. Le grade seul ne suffit plus à s'arroger des compétences pour enseigner à l'université. Il faudra désormais aussi justifier de la maîtrise de la didactique universitaire et de l'environnement technologique qui accompagne le processus d'apprentissage des étudiants. Bon nombre d'enseignants dans la plupart des universités camerounaises s'inscrivent toujours dans la logique de la pédagogie dogmatique ou traditionnelle. C'est-à-dire qu'en réalité, on a comme l'impression qu'on est passé théoriquement d'un paradigme à un autre, mais sur le plan concret, eh bien, les méthodes d'enseignement n'ont pas vraiment changé. En plus, il y a près de 2000 futurs enseignants-chercheurs qui seront recrutés. Il n'y a pas vraiment de disposition qui a été prise déjà pour contribuer justement à leur formation, au développement de leurs capacités. Toutes ces difficultés suffisent à justifier l'organisation à l'université de Ngaoundéré des journées de pédagogie universitaire.
Porté par la faculté des sciences de l'éducation, il s'agit de sensibiliser sur les nouvelles approches et méthodes de transmission et d'évaluation de la connaissance dans un contexte marqué par la professionnalisation des enseignements, des effectifs pléthoriques dans les universités et leurs déficits infrastructurels. L'enseignant n'est plus le tout-puissant maître. Bien sûr, on fait appel à l'usage des TIC, mais il y a également des approches régies par ce que l'on appelle l'APC, l'approche par les compétences. Le fait que je suis un professionnel dans mon domaine ne me confère pas de manière automatique mes habilités de pouvoir enseigner. On fait d'une situation où la capacité d'un étudiant ressort. Les experts des sciences de l'éducation venus des universités camerounaises planchent pendant 2 jours sur les innovations en matière de pédagogie universitaire et de l'orientation professionnelle pour renforcer la qualité de l'enseignement et résoudre le fameux problème de l'inadéquation, formation, emploi. La phase éliminatoire de la 3e édition du concours d'orthographe s'est tenue ce matin au Centre culturel de la jeunesse de Bépanda à Douala. Un concours qui vise à encourager les jeunes élèves à la lecture et surtout à la mémorisation de l'orthographe des mots. Cela a été initié par l'Association des jeunes sportifs et intelligents du Cameroun. Patrick Ngouania et Thierry Nana nous font un compte rendu. Ainsi débute la 3e édition du concours d'orthographe bilingue dans la ville de Douala. L'excellence scolaire est mise ici en exergue pour le bonheur des tout-petits et de leurs parents. Sophie Pondo Siké, vainqueur de la première édition, détient le record de cette compétition avec 180 mots trouvés. Le concours d'orthographe est un concours dont l'objectif principal est d'encourager les élèves à vraiment étudier. Les parents venus accompagner leurs enfants apprécient l'initiative et s'en réjouissent. L'initiative, on ne peut plus louable parce qu'elle crée une saine émulation chez les enfants. Vous retrouvez vos enfants en train de lire des dictionnaires, en train de travailler d'arrache-pied. C'est quelque chose qui manque à notre système éducatif. Pouvoir captiver les enfants, pouvoir créer une saine émulation qui leur permet d'aimer l'excellence. Le promoteur, quant à lui, pense déjà à explorer d'autres horizons. Oui, vous voyez les enfants, de plus en plus, les enfants se plaisent à épeler les mots. Et vous savez qu'un enfant qui épelle un mot, c'est un enfant qui connaît le mot. Nous permettons à l'enfant le plus intelligent de payer sa scolarité l'année d'après. Et l'année prochaine, ça va être un concours national. Pour l'instant, c'est régional depuis la première édition. Le concours d'orthographe est ouvert aux jeunes scolarisés du secondaire et divisé en 3 catégories, comprenant les CIL et CP pour la première catégorie, les C1 et C2 pour la deuxième catégorie et le cours moyen première année et cours moyen deuxième année pour la 3e catégorie. La finale de cette compétition se tiendra le jeudi prochain au Centre culturel de la jeunesse de Bépanda. Ils ont pour mission principale de démontrer aux sourds-muets qu'ils ne sont pas des laissés-pour-compte. À travers leur maîtrise du langage des signes, les lauréats de la 4e promotion de l'Académie internationale Phil-B pour la lutte contre la surdité sont appelés à promouvoir l'inclusion sociale. Ils ont d'ailleurs reçu leur diplôme de fin de formation ce samedi à Yaoundé. Delphine Fonkou pour les détails. Ils ne sont ni sourds, ni muets, mais maîtrisent si bien la dactylologie. C'est la science du placement des lettres de l'alphabet sur les doigts. Après 6 mois de formation, ces jeunes savent prier, chanter et parler en langue des signes. Je suis prête à partager cela avec tout le monde. Nous avons effectué des descentes dans des églises afin de sensibiliser la communauté entendante que vous aussi vous pouvez ne laisser plus vos enfants à la maison. Il faut les amener pour qu'ils puissent aussi avoir accès à la parole de Dieu. L'évangélisation inclusive, l'éducation et la médecine inclusive sont les modules en lesquels cette 4e cuvée d'élèves venus du Tchad et du Cameroun a été formée en vue notamment d'apporter leur soutien aux personnes handicapées. Quel que soit l'âge du handicapé, il a besoin d'abord d'être aimé, d'être pris en confiance et d'être considéré comme un citoyen à part entière. Et dans ce cas, l'enseignement passe très bien. À l'heure actuelle, il y a 70 écoles
78 écoles inclusives qui ont été créées par l'État. Mais il n'y a pas d'experts pour aller enseigner dans ces écoles. Et pourtant, il suffit juste de volonté pour être formé à l'Académie internationale Philibi pour la lutte contre la surdité. Vous n'avez pas besoin de niveau parce que la langue des signes, si vous maîtrisez comment manipuler vos deux mains et votre corps, vous êtes apte à venir suivre les cours. Arrivé le jour des résultats, seuls ceux des lauréats qui maîtrisent parfaitement leur nom en langage des signes reçoivent leurs attestations. Les mauvais élèves sont tout simplement priés d'attendre. En tout cas, au nom de l'inclusion sociale, sourds, muets et personnes normales, ensemble se réjouissent. Nous le disions en titre, la mauvaise nouvelle est tombée ce matin. Le député SDF Joseph Lokon Banadzem est mort aujourd'hui à l'hôpital général de Yaoundé. Le président du groupe parlementaire SDF à l'Assemblée nationale était admis aux soins depuis plusieurs jours, mais cela n'a abouti à aucune suite favorable. Gislam Pierre et Sono nous en dit plus. Le lieu du Damas, après les rails à Yaoundé, s'est réveillé ce matin portant un deuil. Joseph Lokon Banadzem est décédé dans la nuit de vendredi à samedi. Député, il était président du groupe parlementaire du SDF à l'Assemblée nationale. Ma première rencontre avec l'élu de la nation remonte à il y a 6 ans au 4e étage du défunt immeuble abritant les services de ce groupe parlementaire. Le SDF venait de quitter l'hémicycle en contestation à l'adoption du projet de loi de finances. Il était question de réaliser une interview. Il me demanda de le faire en anglais, ce qui fut fait, mais utilisé plus tard avec voice-over. Joseph Banadzem était élu de la circonscription du Mbui dans le nord-ouest Cameroun après une carrière de 16 ans remplie à l'école normale supérieure de Bambili après de braves études qu'il avait effectuées en France s'agissant de l'histoire. Sa deuxième mandature à l'Assemblée nationale aura été marquée par sa fidélité aux idéaux du SDF, le seul parti en lequel il aura milité. Si l'on vous disait que son meilleur ami était Joseph Bandam, sachez qu'il aura été de tous les grands combats du parti. Assis à gauche à l'hémicycle, il y représentait l'opposition par les idées. Il n'a jamais accepté la décentralisation en sa forme actuelle. Membre du National Executive Committee, le NEC du SDF, il était âgé de 67 ans, un anniversaire qui devait se fêter le 28 avril prochain. On gardait de lui son intense action pour la restauration de Mounchipou Sédou. Membre de l'association du Commonwealth, Joseph Banadzem a participé aux côtés de son ami à toutes les grandes marches, y compris en direction du palais présidentiel, pour revendiquer un code électoral plus juste et le débat inclusif sur la crise anglophone. Engagé et rassembleur donc, Joseph Banadzem quitte la scène, laissant 2 familles inconsolables, la nucléaire et le SDF. Une page d'économie dans ce journal, échange franc et enrichissant entre le secteur privé, la Banque africaine de développement et le ministère de l'économie représentant le gouvernement camerounais. La rencontre, qui est étendue sur 2 jours, se tenait dans la ville de Douala. L'institution financière a expliqué ses process d'octroi de crédit et présenté ses secteurs prioritaires d'investissement pour intéresser le secteur privé camerounais. Carole Yemelon, Luther Djemo. Une centaine d'opérateurs économiques et directeurs d'établissements publics pour des questions franches et directes. Pourquoi est-ce que de manière concrète, là-bas, ne pourrait pas dire allons-y, commençons par faire quelque chose de concret au-delà des discours. Il y a eu des questions sur le mécanisme d'accès au crédit. Qui est éligible au financement de la banque? Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement pour être éligible au financement de la banque, dans quel domaine? Interpellé sur qui fait quoi sur le plan institutionnel pour l'économie camerounaise, le ministre Paul Tasson explique. C'est une réalité camerounaise. Nous avons nos problèmes institutionnels, nous ne pouvons pas les fuir. Nous sommes bien au ministère de l'économie, mais les grands centres de hautes décisions économiques ne sont pas aussi évidentes que cela. Et puis, il donne des conseils aux opérateurs économiques à la recherche de ce type de financement qu'offre la BAD. Malgré tous les critiques, là je formule un conseil. Malgré tous les critiques, malgré tous les mots, malgré tous les discours que nous faisons là, l'accès à ces financements est individuel. Même si nous proposons aux uns et aux autres de fédérer les initiatives, vous qui êtes là, laissez nos discours que nous faisons là.
Je vous conseille de focaliser votre attention sur ce qu'il faut faire pour avoir accès à ces financements. Voici d'ailleurs l'éventail des programmes qui peuvent intéresser ces opérateurs économiques. Nous avons des programmes à l'échelle continentale qui sont axés sur ce soutien à l'entrepreneuriat, sur le venture capital, etc. Il faudra examiner, lorsqu'on commence leur mise en œuvre, il faudra examiner la façon dont on pourrait les appliquer ici au Cameroun. L'exercice a duré plus d'1 heure pour un objectif principal, fournir une meilleure information pour que opérateurs privés, institutionnels et pouvoirs publics sachent quels sont les produits financiers de la Banque africaine de développement. Objectif visiblement atteint. Pendant ce temps, on reparle de lutte contre l'insalubrité dans la région de l'extrême nord. Le gouverneur est descendu dans différents quartiers de la ville de Maroua pour sensibiliser la population sur la nécessité de maintenir leur environnement propre. Ceci a l'effet de faire de Maroua la ville la plus propre du Cameroun. Suivons le récit de Patrick Ngwania. Deuxième sortie du gouverneur de la région de l'extrême nord, Midji Yawa Bakari, dans les 3 arrondissements de la ville de Maroua, dans le cadre de la campagne d'hygiène et salubrité publique, baptisée Jeudi propre. Constituer une proposition à la hiérarchie. On suspend les gens, c'est pas bon. On a créé de l'argent, on donne de l'argent aux gens. Vous avez droit à un salaire, rien que l'hygiène et salubrité, les gens ne savent pas jeudi. Ok, des monos, il faut descendre tous les jours, regarder à l'heure où tout le personnel, tout l'état-major est dehors. Ce jeudi, le gouverneur a visité l'hôpital régional de Maroua. Ici, au marché abattoir, dans l'arrondissement de Maroua 2e, l'insalubrité est mise à l'actif des responsables communaux qui semblent ne pas être à la hauteur des attentes. Pour sensibiliser les populations et la mairie elle-même va se déployer sur le terrain pour essayer de mettre à propre la ville de Maroua 2e. Alors cela veut dire qu'on va s'atteler, on va faire des réunions avec nos équipes pour relancer une fois de plus cette campagne d'hygiène comme le gouverneur l'a voulu. Il venait de relancer cette campagne. Dans le quartier d'Oukoy et d'Oursoko dans l'arrondissement de Maroua 3e et à la délégation régionale de la santé publique, le constat est le même. L'insalubrité bat son plein. Cependant, une volonté se dégage. La beauté de la ville de Maroua doit être une affaire de tous et de chacun. Ce qui nous amène à parler de santé. Les journées nationales de vaccination lancées hier suivent leur cours dans la ville de Foumban. La campagne se déroule à travers le porte-à-porte et on note une adhésion massive de la population à l'initiative qui vise à éradiquer définitivement le virus de la poliomyélite du territoire camerounais. Patrick Ngwania, une fois de plus. Centre médical d'arrondissement de Kokwet Maloum, situé dans la ville de Foumban. Ici, les enfants âgés de 0 à 5 ans sont soumis à la vaccination contre la poliomyélite. L'initiative est du gouvernement camerounais via le ministère de la Santé publique. L'objectif étant d'éradiquer cette épidémie qui infecte généralement la moelle épinière. Elle consiste à administrer 2 gouttes de vaccin polio oral chez tous les enfants de moins de 5 ans pour prévenir cette maladie qui laisse de lourdes séquelles. Nous associons également à ce vaccin la distribution de vitamine A qui a 2 formes. Chez les enfants de 6 mois à 11 mois, une capsule bleue et chez les enfants de 12 mois à 5 ans, une capsule rouge. La polio a des conséquences néfastes chez les tout-petits. Elle paralyse tout le corps et peut même entraîner à la mort. Une fois qu'il est dans l'organisme, il attaque principalement 3 systèmes. Le premier, c'est le système digestif où nous pouvons avoir quelques diarrhées et des vomissements, mais tout cela n'est pas bien grave. Le deuxième système est le système respiratoire, où nous avons une toux, des difficultés respiratoires, mais au niveau de ce système, nous pouvons arriver à un arrêt respiratoire. À Foumban, dans la région du Noun, les journées nationales de vaccination contre cette maladie se déroulent dans les ménages, les marchés, les espaces publics et bien d'autres. Il sera question au cours de cette campagne qui va durer 3 jours de sensibiliser la population sur l'importance de protéger les enfants contre la poliomyélite.
En sport ce soir, on va à l'étranger. C'est un fake news. L'équipe nationale de football du Gabon n'est pas dissoute. Elle cherche plutôt un nouvel entraîneur et doit l'avoir dans les 62 jours. Les autorités sportives du Gabon en profitent pour réorganiser le football local. Les Panthères du Gabon ont été éliminés le week-end dernier de la participation à la CAN Égypte 2019. Après le point au cours d'un conseil interministériel et un entretien avec la fédération, voici les décisions présentées ici par le ministre d'État gabonais des Sports. Afin de le rendre plus performant et de parvenir dans les années prochaines à inverser la courbe d'échecs qui caractérise notre sport depuis plusieurs décennies déjà. Aussi, sans avoir à céder à notre tour à la dictature de l'urgence que nous venons de dénoncer, nous avons décidé, tous ensemble, collectivement, de relancer le football dans une démarche qui s'inspire de l'expérience et de la démarche que d'autres pays qui ont traversé les mêmes situations que nous ont adoptées afin de construire une dynamique de victoire. Pour rebâtir et refonder notre football, il nous faut prendre des décisions. Nous avons donc pensé qu'il fallait, aujourd'hui même, confier à la FEGAFOOT la mission de mettre un terme au contrat du sélectionneur actuel et préparer un appel à candidature ouvert aux techniciens gabonais et étrangers sur la base d'un cahier de charges qui sera élaboré par la FEGAFOOT et que nous approuverons en tant que ministère. Le nouveau sélectionneur national devra être connu dans les 30 jours, dans les 60 jours maximum. Deuxièmement, mettre en place une véritable direction technique nationale qui aura pour mission de poser les bases d'une réorganisation du football dans tous ses segments. Là aussi, bien entendu, avec la Fédération gabonaise de football, travailler à la détection, la formation, l'encadrement. L'élimination des Panthères du Gabon était prévisible du fait de la désorganisation du jeu et des tensions entre les joueurs, comme le décrit ici ce journaliste sportif observateur de l'équipe nationale de football du Gabon. Nous l'écoutons. Il faut effectivement qu'on pense à ceux-là qui investissent dans le football et qui font bien le sport, que les critères de gestion de notre équipe nationale soient faits et que ceux-là qui sont chargés d'encadrer les équipes nationales soient choisis sur des bases objectives. Parce que le problème aussi est là, on se rappelle qu'on a eu des situations où les joueurs se sont retrouvés avec des menus inadaptés à la diététique sportive il y a quelques années. Et M. Billy Bizé vient juste pousser une porte qui est déjà ouverte. Les problèmes du football gabonais datent depuis plus de 10 ans. Ça fait longtemps qu'on n'a véritablement pas fait de bonnes performances, même si en 2012 on est allé en quart de finale de Coupe d'Afrique. Mais le Gabon souffre quand même depuis longtemps de sa non-performance dans les compétitions internationales. Fermons ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur Canal 2 International et à demain 20h.